Voici la carte militaire du 24 mars 2025 et on va commencer par les frappes générales. Les Ukrainiens ont frappé la base d'Engels qui est à l'est de Saratov. Ici, c'est une base importante, un aérodrome plus précisément. Aérodrome qui contient des Tu-95 et des Tu-160, donc des bombardiers lourds très importants pour les Russes. Et là, ils ont frappé un dépôt de kérosène. Donc c'est quand même assez ennuyant pour la base d'Engels. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que les Russes n'ont rien fait étant donné que la base d'Engels, ça fait 3 fois qu'elle est frappée par des drones? Ben, tout simplement parce que le gouverneur russe de la région a dit que l'aérodrome a arrêté 54 drones. Alors je ne connais pas le nombre de drones exacts qui ont été envoyés sur Engels. Je sais juste que les Russes en ont arrêté 54. Donc c'est absolument énorme. Donc les Russes ont mis les forces qu'il fallait, même très très largement, pour protéger Engels. Arrêter 54 drones sur, je sais pas, peut-être 60 ou 70, j'en ai aucune idée en réalité, mais en tous les cas, c'est absolument énorme comme destruction de drones dans un seul endroit. Donc vraiment, les Ukrainiens voulaient marquer le coup. Je rappelle que cet envoi de drones sur la base d'Engels s'est fait en pleine négociation et que Trump participait directement à ce moment-là aux négociations avec Vladimir Poutine, comme je l'ai dit dans mon point sur l'Ukraine de samedi dernier. Donc énorme frappe sur Engels qui au final a fait très peu de dégâts, très très peu de dégâts, puisque seulement un dépôt de kérosène a été frappé. Bref, les Russes, eux, ont aussi envoyé des drones et ils ont frappé sur Krovitsniki. Ils ont frappé un train de marchandises apparemment de l'OTAN qui est composé de munitions de l'OTAN. Alors ça reste à confirmer, c'est pas très clair, mais bon, la plupart disent que c'est des munitions de l'OTAN. Voilà, bon, d'un autre côté, que ça soit des munitions purement ukrainiennes et de l'OTAN, j'ai envie de vous dire, peu importe. Mais en tous les cas, voilà, c'est un train de marchandises qui a été apparemment complètement détruit parce que là, c'est quand des munitions sont frappées, ça fait de multiples explosions et voilà, et puis ça détruit tout en général. Donc là, ça a été un gros coup dur pour les Ukrainiens. Alors comme d'habitude, on va commencer par le sud, donc là, rien de spécial à dire sur Kherson. On attend toujours une éventuelle petite offensive russe ici, puisque ça fait maintenant 3 semaines que je vous dis qu'il y a des forces qui s'agglutinent ici. Bon, on verra. Là, par contre, ça y est, enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'il y a des forces russes qui s'agglutinent ici. Eh bien, mes sources étaient parfaitement exactes, puisque ça y est, les Russes ont décidé d'intervenir et ils ont fait une avancée relativement importante. Donc, dans la zone d'Orerov, hein, c'est ici cette zone. Je vous rappelle que Orerov, c'est le point d'attaque d'août 2023, la fameuse grande offensive ukrainienne qui a démarré d'Orerov et ensuite devait piquer sur Tokmak, Melitopol et enfin sur la mer d'Azov. Donc cette fameuse grande offensive ukrainienne qui a été un fiasco et qui a été arrêtée dans cette zone par les fameuses lignes de défense de Soulovikine. Je vous rappelle que ici, dans toute cette zone, il y a 4 lignes de défense de Soulovikine, 3 principales et une plus légère vers là, vers Tokmak, un peu plus au sud. Donc voilà, donc là une avancée relativement importante.
Alors évidemment, c'est un signe parce que ça fait des mois, des mois que rien ne se passait ici. Donc les Russes ont décidé de se bouger pour aller vers la ville de Zapalojye. Et ça, c'est un signe quand même indubitable que la ligne de front s'effondre côté ukrainien. Alors maintenant, sur Velika Novosilka, c'est-à-dire ici, ben, rien de spécial. Sur Paklovsk, eh bien, les Russes ont avancé. Alors voilà, donc ils s'approchent toujours plus de Paklovsk même, donc avancée modeste, vous allez me dire, mais il y a 2 semaines, n'oublions pas que les Ukrainiens avaient avancé sur à peu près toute cette zone, hein. Les Ukrainiens avaient avancé sur toute cette zone. Non seulement ils ont été repoussés, mais en plus les Russes ont pris du terrain. Donc petite avancée ici. Sur Toretsk, eh ben, sur Toretsk, aux dernières informations, les Russes ont repris, bah voilà, c'est les avancées de communication ukrainienne, hein. Donc la semaine dernière, la carte c'était comme ça, c'est-à-dire que les Ukrainiens étaient jusque-là dans Toretsk. Là, non seulement les Russes on les ont repoussés, mais ils ont complètement repris et chassé les Ukrainiens qui s'étaient cachés dans les immeubles. Ils ont pu tous les chasser et reprendre les positions qu'ils avaient avant. Alors là, la carte évidemment n'est pas statique, elle est mouvante. Là, j'ai mentionné ici que bon, bah, les Ukrainiens gardaient toujours cette zone-là de Toretsk, mais en réalité, aux toutes dernières nouvelles, les Russes auraient repris, on va dire 15 ou 20% déjà de cette partie sud. Je vous rappelle que les pointillés, c'est les lignes de la semaine dernière, n'oublions pas. Et les épingles rouges, c'est la direction des avancées russes quand ils reprennent du terrain. Donc voilà, en réalité, les Russes ont déjà repris, on va dire, 15 à 20% de Toretsk. On peut dire que, bon, ben, je suppose que d'ici la fin de la semaine, Toretsk sera complètement nettoyé et peut-être même que dans le titre, ce sera Toretsk est tombé. Nous verrons bien. Donc là, il ne s'est rien passé. Sur Chassivyar, les Russes ont fait une avancée vers le sud. Donc une avancée qui est mineure. Bon, c'était déjà, il me semble que je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, cette avancée. Sauf que là, ça a été annoncé comme officiel. Donc cette avancée est officielle. Donc je l'ai laissé. Chassivyar n'est pas encore complètement prise par les Russes, puisqu'il reste des forces ukrainiennes dans ce tout petit chaudron. Et on se retrouve typiquement, comme à chaque semaine, dans la situation grotesque militaire côté ukrainien, où aucune demande de retraite n'a été faite par le général Sielski, hein, qui est le chef suprême de toutes les armées ukrainiennes. Toujours aucune retraite. Voilà, il n'y a jamais de retraite de demander officiellement. Je vous ai montré samedi dernier concernant Kursk ce que disait Mariana Bezuglaya, la députée de la Rada, qui avait dit que bah, toujours aucune demande de retraite n'avait été émise par Sielski pour Kursk. On va en reparler plus précisément à la fin, puisque je garde Kursk pour la fin, parce que c'est le nord. Mais bon, bref, c'est typique, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, il est fort possible que les Russes fassent un encerclement, finissent ce chaudron en faisant une tenaille voilà, vers l'arrière ici de Chassivyal et détruire les dernières forces ukrainiennes en les encerclant complètement. Voilà. Alors évidemment, comme je le dis chaque semaine, le Chassivyar est le plus grand verrou du front. Une fois que ça tombera, bah, ce sera fini. Alors concernant la ligne de front, on me demandait, bah oui, mais bon, comment ça se fait que c'est si lent, etc. Pourquoi les Russes n'avancent pas plus rapidement? Bah, tout simplement parce que les forces russes sont sur le front.
Voilà. Alors les lignes de front qui indiquent le vrai front, le noyau dur, c'est là où il y a les gros points, entre guillemets, forteresses ukrainiennes, c'est-à-dire Paklovsk, Toretsk, Tchassiviar, Siversk, Kupiansk. Voilà, c'est une fois que ces villes tomberont, je sais que je me répète parce que j'ai déjà dit dans les points sur l'Ukraine, mais une fois que Paklovsk, Toretsk, Tchassiviar, Siversk, Kupiansk, Krasny Liman, ici, tous ces points forteresses, entre guillemets, hein, c'est pas des véritables forteresses, mais vous m'avez compris, tomberont, eh bien ça, ce sont les points cardinaux du front. C'est-à-dire que après ces points-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc une fois que ces points-là seront tombés, les Russes auront des autoroutes pour avancer où ils veulent, comme ils veulent. Après, il n'y aura plus de résistance. Donc c'est pour ça que c'est aussi lent pour les Russes et qu'ils ne font que grignoter, parce que les points de résistance ukrainienne sont toujours bien présentes, encore assez fortes pour résister, même si chaque jour ça s'effondre, mais tant qu'elles sont là, bah, les Russes auront du mal. Par contre, une fois que ces points-là, là, dont je vous parle régulièrement, hein, comme Orirov, voilà, Velika Novosilka, bon là c'est quasiment fini, Paklovsk, etc., bah, quand tout sera tombera, bah, en fait il n'y aura plus de résistance. Et là, là, il y aura, je suppose tout du moins, d'énormes avancées russes. Ils prendront le reste des oblasts russes peut-être en quelques jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme un élastique, hein. Voilà, une fois que l'élastique aura craqué, bah, ce sera fini, il n'y aura vraiment plus rien. Et imaginez-vous quand le front tombera, donc je parle des points chauds, quand ces points chauds tomberont, là il y aura une reddition complète de l'armée ukrainienne, parce que là, combattre encore serait complètement ridicule et du pur suicide. Bon, allez, j'arrête là, je me suis déjà un peu, j'ai déjà été un peu trop long dans les explications. Bref, là ici une avancée russe importante. Alors j'ai mis une flèche stratégique parce qu'apparemment on sait qu'ils veulent s'emparer de cette ville-là, donc Rai Oleksiadivka. Donc c'est ça d'après les blogueurs russes, c'est là où ils veulent avancer avant d'attaquer soit Slaviansk directement, soit Kramatorsk. Voilà. Moi, et ce n'est que mon humble avis, je pense qu'ils attaqueront Kramatorsk avant de s'attaquer à Slaviansk. Parce que Kramatorsk a été un petit peu fortifié. Bon, ce n'est que mon avis, mais donc une avancée importante hein, quand même. Et là, surtout, ça y est, ça y est. Vous vous souvenez, depuis quelques semaines, je vous disais qu'il y avait un grand agglutinement de forces russes ici. Eh bien, ce grand agglutinement n'était pas qu'ici, mais il était ici aussi. Et là, enfin, sur Sivets, chose qui n'est jamais arrivée dans le sens un tel avancement, bah ça y est. Ce qui devait arriver arriva. Énorme avancée russe vers Sivelsk. Petite avancée russe ici vers le nord. Moi, mon avis, c'est qu'ils vont s'emparer de ces deux petites villes avant de fondre sur Sivelsk et donc et prendre Sivelsk donc en tenaille par le nord comme ça et par le sud-est comme ça. Voilà, mais en tous les cas, ça y est, l'avancée elle est absolument énorme. Sivelsk, d'après ce que j'ai compris des blogueurs russes, a été fortifié. Donc quand ils seront aux portes de Sivelsk, peut-être que ça fera un petit Tchassivial, mais beaucoup plus facile que Tchassivial quand même. Hein. Beaucoup plus facile, parce que les forces ukrainiennes, elles étaient vraiment sur le front, vraiment, et non pas dans Sivelsk même. Donc là, il y a eu une fortification de Sivelsk qui a été faite, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, elle est légère. Sur Krasny Liman, les forces russes veulent toujours aller là, mais ils ne font que consolider, ils n'ont fait aucune avancée.
Là non plus, aucune avancée importante, notable sur Kupiansk. Là, rien du tout. Par contre, là, d'après ce que j'ai lu, et c'est pour ça que c'est la première fois que j'entoure cette ville d'un triangle rouge, c'est pour vous dire que ça apparemment, tout le monde est d'accord. C'est vers là, vers Veliki Bi, euh, Biryupik, que les Russes veulent aller. Apparemment, c'est là où ils veulent aller. Voilà. Il y a un consensus là-dessus. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Là, si on regarde vraiment que sur le terrain, si vraiment ils veulent faire ça, ça voudrait dire qu'en toute logique, ils vont sur Kharkov. Et donc là, ça lèverait un mystère de Vladimir Poutine, c'est-à-dire de s'emparer vraiment de l'oblast de Kharkov. Qui sait? Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, c'est fort possible. N'oublions pas ce front-là, quand même, qui est juste au nord de Kharkov. Donc tout pointe à dire que vraiment, entre Odessa et Kharkov, que Vladimir Poutine veut, bien évidemment, là, aux dernières nouvelles, on a compris que Vladimir Poutine veut Odessa. Mais je vous en parlerai plus en détail dans le point sur l'Ukraine de samedi qui vient. Bref, donc voilà, apparemment le mystère se dévoile et la Novalassia apparemment serait en vue. Bon, nous verrons bien. Et je finis sur Kursk. Alors sur Kursk, alors tout d'abord, vous voyez là il y a une grande flèche stratégique. Vont-ils se diriger vers la ville de Soumy et prendre donc peut-être carrément tout l'oblast de Soumy? Bon, je n'y crois pas parce que là c'est vraiment un gros morceau. Alors c'est pour ça que là exceptionnellement j'ai entouré l'oblast de Soumy en vert afin que vous voyez ce que ça représente l'oblast de Soumy, c'est énorme. Bon, vont-ils faire vraiment cela? Je ne le sais pas. Bon, ça me paraît un peu gros. Moi, je n'y crois pas. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Nous verrons bien. Alors là, ce qui s'est passé d'intéressant, là, on a les Ukrainiens qui ont fait des petites avancées de communication, toutes petites, comme ils se font chasser de Kursk. Et bien voilà, ils ont fait des petites avancées là, dans l'oblast de Belgorod. Voilà, bon, alors c'est des petites avancées ridicules. Alors je vous coupe le suspense tout de suite. Ces avancées ont été détruites très rapidement par les Russes. Donc ils ont fait une avancée, sauf qu'il n'y a pas eu de retraite, hein. Ils se sont fait détruire. Mais je l'ai marqué quand même, hein, voilà. Donc là, c'est pour vous dire qu'ils sont complètement désespérés. Et vous notez encore la stupidité militaire absolument totale. Pourquoi prendre des forces qui venaient de Kursk pour faire des petites attaques ici insignifiantes en plus dans l'oblast très fortifié de Belgorod? Belgorod, c'était le premier oblast russe à être constamment envahi par les forces ukrainiennes avec des chars de l'OTAN, des véhicules de l'OTAN, et ce à 3 reprises. Donc Belgorod a été renforcé à fond. C'est complètement ridicule. À la limite qu'ils fassent des petites attaques comme ça de moustiques beaucoup plus au nord, à la limite. Mais non, c'est Belgorod. Donc c'est complètement ridicule. Donc ils ont été dans un endroit qui n'était pas trop éloigné à cause de la logistique. Pour ne pas trop étirer la logistique, ils se sont fait massacrer. Normalement, un chef militaire, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se dit, Soumy, ce serait la première proie logique prochaine. Ce serait la prochaine proie logique. Donc toutes les forces, je fais une retraite et je fais une défense énorme sur Soumy. Je fortifie Soumy. Eh bien non, eh bien non. Non, ils font pas ça, eux. Eux, ils font des petites attaques de communication ridicules et grotesques. C'est typique, ça fait 2 ans et demi, pour ne pas dire 3 ans, puisque là, on est dans la 4e année, hein. On est dans la 4e année voilà, de guerre déjà.
Bref, bon bah là les Russes ont avancé, hein, comme vous pouvez le voir, ils ont encore avancé, voilà. Donc ils ont avancé, ça c'était les lignes de la semaine dernière, ils ont avancé de tout ça. Sachant que là, la ligne noire que vous voyez, c'est la frontière entre l'Ukraine et la Russie, hein. Donc vous voyez, ils ont avancé ici au sud et ici, un peu plus au nord par rapport à Soumy, et juste à l'ouest de Souja. Donc ils ont encore avancé les Russes. Donc bon, je suppose que vraisemblablement samedi, quand je ferai le point sur l'Ukraine, course sera complètement prise. Voilà, alors les symboles bleus, ben c'est là les Russes ont aussi avancé ici. Donc ils ont fait une attaque à l'ukrainienne, entre guillemets, c'est-à-dire hors, hors du front, on va dire, officiel, qui est là. Ils ont attaqué là complètement sur la gauche. Sauf que eux, ils ont gardé leur position. Voilà, donc il y a voilà, une sorte de petit nouveau front minuscule a été ouvert par les Russes ici. Et je suppose ils vont garder ce petit front-là. Et ils augmentent le front comme ça ben, pour que la logistique ukrainienne ne puisse pas suivre, hein. Et la route principale de ravitaillement Souja-Soumy, c'est celle-ci. C'est celle-ci où il y a un cimetière absolument gigantesque de véhicules ukrainiens, mais principalement de l'OTAN à 90%, j'ai envie de vous dire. Tanks, véhicules blindés, véhicules de particuliers, entre guillemets militaires. Voilà, il y a des trous partout. C'est toujours fortement attaqué, hein, puisque là, vous pensez que là, les Ukrainiens voudraient faire une retraite. Non, 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 ils attaquent toujours, hein. Ils sont toujours en train de, comme des acharnés, à s'obstiner, à essayer toujours de résister, au lieu de faire une retraite stratégique pour fortifier Soumy. Non, 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 ils continuent toujours. Encore une fois, hein, je vous répète, Mariana Bezouglaya de la Rada a dit qu'aucun ordre n'était donné par Syrski, ils combattent toujours à fond, à fond, à fond. Et ils envoient ce qu'ils peuvent, hein, tout ce qu'ils peuvent, ils envoient encore à fond, à fond, à fond. Voilà, Zelensky sans tête. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, les points bleus que vous voyez là, c'est les zones en Ukraine où les Russes ont pris des territoires. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 zones en Ukraine où les Russes ont pris des territoires. Voilà. Et à mon avis, je pense qu'ils vont aller sur Soumy, mais ce n'est que mon avis. Alors, petite dernière nouvelle concernant l'armement. La semaine dernière, je vous avais dit que les Ukrainiens avaient fait un nouveau type de missile, un hybride missile de croisière drone de 1000 km qui avait frappé Tuapse. Donc ici, exactement ici, donc un drone missile capable d'aller à 1000 km de distance. Et donc là, les Russes ont fait un nouveau Pantsir SDM, ils appellent ça SDM. C'est un Pantsir qui est maintenant opérationnel, permettant de traiter le problème des drones, spécifiquement des drones. Donc il a 12 mini-missiles exprès pour détruire des drones. Voilà. C'est le nouveau Pantsir SDM qui est en train d'être déployé sur le front. Voilà. Les Russes ont aussi déployé de nouveaux chars T-72 BM3 qui ont des nouvelles plaques actives de protection permettant d'être beaucoup mieux protégés, ainsi qu'une cage anti-drone. Donc voilà, les Russes ont décidé de se la jouer amélioration de leur ancien char pour les rendre beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et aux toutes dernières nouvelles, j'ai appris que le complexe militaire industriel russe était capable de faire de créer entre 200 et 300 nouveaux chars par an, des chars tout neufs, des chars tout neufs. Ils sont capables maintenant d'en fabriquer entre 200 et 300 par an. Voilà, c'était les dernières nouvelles, les dernières informations concernant la carte militaire en Ukraine, les dernières nouvelles du front. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce,
un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.